Nouvelle aventure de Actu 7 sur 7 sur la chaîne de l'Espérance. Messieurs et dames, bonsoir et merci pour votre confiance sans cesse renouvelée à ce magazine hebdomadaire d'information. Au menu, le MPL, Mouvement du Peuple pour la Liberté, sa genèse, son objectif et ses perspectives. La question des réformes institutionnelles et constitutionnelles, l'organisation des élections législatives du 20 décembre et le boycott de la C14. Pour débattre de tous ces thèmes, nous recevons pour vous ce soir sur le plateau M. Pascal Ibé. Il est le secrétaire général adjoint du Mouvement du Peuple pour la Liberté MPL. Monsieur Ibé, bonsoir et merci pour votre disponibilité. Bonsoir. Entre-temps, nous avons appris que vous étiez convalescent. J'espère que maintenant, tout va bien. Ça va, on rend grâce à Dieu. Vous rendez grâce à Dieu, oui. C'est le plus important. Oui. Et on est totalement rétabli. Oui, totalement, je dirais. Ok. Comment répondrez-vous à la question qui est Monsieur Ibé? Je suis togolais de naissance, mère togolaise et de père togolais. J'ai fait toutes mes études à Lomé, au Togo ici. Et j'ai également entrepris au Togo ici. Donc on va aller en détail. D'abord, je commence par l'enfance parce que c'est toute votre biographie qu'on va étaler sur ce plateau pour que nos téléspectateurs puissent vous connaître pour l'avenir, peut-être pourquoi vous ne devez pas briguer la magistrature suprême en 2030, 2035 et qu'on sort. Vaut mieux qu'ils vous connaissent d'ores et déjà. D'abord, votre enfance, elle s'est passée où? J'ai passé la majeure partie de mon enfance à Atikpodi. Atikpodi, à Daolato. Oui, à Daolato, comme nous appelé Adobokome. Adobokome. Oui. Et c'est quand je dois commencer les études scolaires que je suis revenu chez un de mes oncles qui n'est plus aujourd'hui. Il habitait en ce moment au niveau de Agbalepédo, mais communément appelé en ce moment actuellement Carrefour Bojona. Carrefour Bojona. Oui. Donc il y avait une école catholique là-bas, c'est là-bas que j'ai fréquenté. J'ai fait le CP1 au CE1. Alors, dans le temps, ce serait rien que de la brousse, je pense, parce oui, que l'urbanisation a atteint ses niveaux tout récemment. Et l'église catholique dont je parle même n'existe plus là-bas au jour d'aujourd'hui. Ah bon? Oui. Et quels souvenirs gardez-vous de cette enfance? Souvenirs... Que ce soit à Tikpodi ou bien à Balpedo. C'est une enfance que je dirais que je me suis un peu promené à Lomé. Ce qui fait que... j'ai comme si Lomé était ma chambre, quoi. Vous avez Lomé dans la poche? Oui. Et après le CE1 même au niveau d'Agbalepédo, je suis retourné encore au niveau de Bekota où j'ai fait l'école Baby Bruce, communément appelée Tadien. C'est là-bas que j'ai fait pour avoir mon CPD. Après le CPD, je suis parti à Takpamé, recueilli par l'État. J'ai fait la fac, foyer avenue de Camina. Recueilli par l'État, oui. Un peu en détail. Oui, ça c'est une institution de l'État, affaires sociales. Ah bon. Donc, pourquoi cet État? Est-ce que, arrivé à un moment, vous avez perdu les parents? Pourquoi oui, j'ai eu une enfance un peu tourmentée. J'étais un enfant, comme on peut l'appeler, enfant en difficulté. Pas forcément qu'on manquait de moyens, mais une famille dans laquelle maman n'est pas là, où tu es avec papa et ta marâtre, des fois c'est des bastonnades. J'imagine. Voilà. Donc on est obligé de quitter la maison des fois, et pour résoudre le problème, la famille a jugé bon de m'envoyer à l'internat. Et c'est là-bas que j'ai été envoyé. Il est souvent dit que l'internat ne forme pas, malgré que c'est un camp de redressement. L'internat, je ne le conseillerais pas à beaucoup de personnes. Voilà. Je pensais que vous allez dire le contraire. Non, on apprend tout là-bas. Et c'est pas bon. Puisque nombre de mes amis qui sont passés par là le disent, les parents pensent faire de bonnes choses à leurs enfants, mais c'est là que les enfants deviennent des insupportables. Oui, tu as peut-être un mauvais caractère avant d'y aller, mais ce que tu apprends encore là-bas, et le reste,
il faut que Dieu te vienne en aide. Et beaucoup de ceux avec qui j'ai fait l'internat aujourd'hui, je connais leur sort. Et pour moi, je dirais que je rends simplement grâce à Dieu. Oui. Oui, on continue au foyer à Takpamé, la suite. Et à Takpamé, je suis revenu à Didogomé, où bon, je n'ai plus voulu être sous la tutelle de quelque chose. Oui, de papa. Et là, on m'a loué une chambre à Didogomé, par l'un de maman, puisque maman était à Didogomé. Donc j'ai fait l'essor, l'école primaire essor, le collège plutôt essor. Après le collège essor, j'ai fait le lycée Sefor Paza. C'est juste derrière le lycée technique. Après, j'ai fait technocrate. Sefor Paza, j'avais fait la F2. Je voulais devenir pilote. C'était l'idée. Mais malheureusement pour moi, papa est décédé quand je montais de la seconde pour la première. Et l'écolage en ce moment, c'était pas supportable par la famille. Dans le décès de papa, il me fallait embrasser une autre filière qui pourrait m'aider à m'en sortir. Donc là, j'ai un peu de passion pour la vente. J'aime les négociations, j'aime discuter, convaincre. Donc je devine G3. Oui, donc je suis parti faire la G3 à Technocrate, où j'ai repris au niveau de la seconde. C'est en terminale que je suis revenu à Sefor Paza pour avoir mon bac G3. Et là, j'ai fait l'expérience du campus également. Sur le campus, je me suis inscrit à ISICA, communication. Pour devenir journaliste? Non. Infographiste? L'idée au départ, c'était de devenir un négociateur. Et on m'avait dit qu'il n'y avait pas un cours comme ça au Togo, et pas même en Afrique. C'est selon ce que j'avais appris en ce moment. Et il me fallait faire 2 ans dans une autre filière. Et après, la 3e année maintenant, je peux postuler au niveau de la négociation à l'international. Donc je me suis dit que, bon, vu que c'est la négociation que je voudrais faire, la communication m'irait mieux. C'est pour cela que j'ai opté pour ISICA. Et ISICA, je n'avais pas pu payer les frais de scolarité, c'était 200 000 francs. J'ai tout fait, c'est au moment où je devais payer que je n'avais pas pu payer. Bon, j'ai passé une année blanche. Oh là là. Voilà. Ah ben, ISICA? Oui, après, j'ai fait IAEC. Je suis revenu par bourse. Bon, on m'avait octroyé une bourse de quart du montant de la scolarité. Je n'ai pas pu également payer le reste, donc je n'ai pas terminé. Je dis juste que cette aventure ou bien cette rubrique nous permet de découvrir des personnalités. Peut-être aujourd'hui nous voyons quelqu'un au summum, il a bavé, il n'est pas né avec des cuillères en or en bouche. Voilà l'expérience. Malgré que les parents sont en vie jusqu'à leur perte, Monsieur Igbe s'est battu. On a vu qu'il a quand même le courage d'aller de l'avant, mais la vie lui donne encore lui met des bâtons dans la roue. Et finalement, vous êtes sorti quoi? Bon, puisque depuis ce moment où je suis en train de faire ISICA ou revenir à IAEC, je commençais déjà par côtoyer certains grands commerçants. Je prenais des marchandises chez eux que je vendais et j'empochais mes petits bénéfices. Mais simplement que c'était insuffisant pour moi de pouvoir payer la scolarité que je devais faire. Du coup, j'ai décidé carrément d'abandonner les cours et de me lancer pleinement dans le commerce. Et j'avais reçu en ce moment l'aide d'un grand commerçant, dont je préfère taire le nom, et qui m'avait donné des papiers, mouchoirs et des huiles à moteur. Il me les avait confiés. Et c'est par cette marchandise-là que j'ai créé ma première structure. Et j'avais en ce moment une fiancée qui s'appelait Bella. Donc j'ai créé la structure en faisant la fusion de nos 2 noms et que j'avais appelé en ce moment Pascabel. C'est pas une erreur si une fiancée, si un beau jour elle décide de faire aventure ailleurs. C'est comme si vous le saviez d'avance. Donc j'avais créé la structure au niveau de Atigangome, à Didogome Atigangome. Et la structure fonctionnait très bien jusqu'à ce que ma fiancée quitte pour l'Europe. Au moins vous pouvez essayer de vous soulager un peu.
Si c'est encore pour le Togo, c'est grave. Ce n'était même pas du soulagement en tant que tel. Et elle et moi, on s'est mariés. En 2016, on s'est mariés légalement. Après 11 ans de vie commune. Ah, bah félicitations. Et 1 an jour pour jour, on a divorcé. Où va la jeunesse finalement? Voilà. Donc, je suis marié, divorcé en même temps. Donc aujourd'hui, vous êtes célibataire. Oui. Et cœur à prendre. Non, je ne suis pas à la conquête pour le moment. Pourquoi? Je préfère encore mieux réfléchir sur ma vie. Tirer des leçons de votre passé. Oui. D'accord, nous connaissons assez M. Yibé. Venons-en à la vie politique. Depuis quand vous vous intéressez à la politique? Aux affaires de la cité. Aux affaires de la cité, pour tous ceux qui me connaissent depuis le bas âge, depuis les bancs d'école, beaucoup ont tendance à m'appeler révolutionnaire. Che Guevara. Parce que quand il y a une loi, une discipline dans une école que nous fréquentons ensemble, et je me rends compte qu'un beau matin, par l'autorité qu'un surveillant ou bien un professeur a, il veut exercer cela de manière pas légale. Non, je dis carrément non. Un exemple, il y a une stratégie qui se fait souvent dans les salles de classe quand on bavarde trop, quand le professeur dit d'écrire les noms, des fois il dit bon, on va punir toute la classe. C'est des choses que moi je ne tolère jamais dans mes classes. On peut punir tout le monde sauf moi. Pourquoi? Oui. Si je considère que je n'ai pas été bavard, on peut frapper tout le monde dans la classe, mais moi je dis non. On peut même me renvoyer, je suis prêt à partir. Mais pas de cette manière. Donc je n'arrive pas à tolérer l'injustice au fait. Ce n'est pas dans mes chromosomes de tolérer l'injustice. Et depuis là, je suis de près un peu l'actualité politique, comment les choses de la cité sont gérées. Et je me suis plus un peu rapproché de la politique en 2005, au décès de Irania Singbe oui, Eyadema, oui, effectivement, le père de la nation. Où j'étais en technocrate, où on a commencé avec les histoires du Togo mort. J'étais encore sur les bancs quand on s'intéressait en ce moment plus à la chose politique. Et nous avons vu comment on a laissé de côté la norme qui devait se faire, la constitution, et une seule nuit, on nous a amené une autre personne à nous gouverner à la place de ce qui était prévu par la loi. Et on a forcé la loi à s'adapter aux désirs d'hommes. Et c'est quelque chose qui m'a révolté. Depuis ce moment, je me suis dit, nous sommes dans ce pays comme on appartient à un troupeau de quelqu'un. Un beau jour, on peut faire de nous tout ce qu'on veut. C'est quelque chose que j'ai du mal à digérer depuis ce temps-là. Et proprement dit, pour dire que j'ai mis pied en politique, quand j'observe les acteurs politiques, que ce soit le régime en place comme de l'opposition, je me dis que eux tous sont en train de blaguer avec nous. Pourquoi? Oui. Parce que quand nous observons comment se font les manifestations dans notre pays depuis 1992, où nous réclamons l'alternance, un espace plus libre que ce que nous avons, beaucoup de personnes sont tombées. Beaucoup de vaillants sont tombés. Mais ce pourquoi ils sont tombés, on ne l'a pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Mais nous sommes toujours dans la même stratégie pour obtenir un résultat qui est différent. Et je me dis que, est-ce que les gens là ne font pas la lecture? Mais je ne dirais pas qu'ils ne font pas la lecture. C'est comme s'ils le font sciemment. Parce que si tu fais une chose une fois et que ça ne marche pas dans les mêmes conditions, et la seconde fois tu le fais, on peut dire, bon, tu t'es dit que la première fois, peut-être que tu ne t'es pas bien donné. Mais la seconde fois, la troisième fois, pardon, c'est compliqué d'avoir un argument pour soutenir cette thèse-là. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes toujours dans cette quête permanente de démocratie de notre peuple. Quand on dit que le Togo est un État démocratique, non, c'est parce que nous voulons l'être. Nous ne le sommes pas. Au jour d'aujourd'hui, nous ne le sommes pas. Mis à part que depuis l'avènement de Faure Gnassingbé au jour d'aujourd'hui, oui, on peut parler. C'est simplement ça que moi je trouve. La liberté d'expression. Oui, c'est simplement ça que moi je trouve qui a changé sur la donne.
que nos parents auparavant, quand ils parlaient, ils ne pouvaient plus résider sur le territoire. Mais, mis à part cette liberté d'expression que nous avons au jour d'aujourd'hui, je ne trouve plus d'acquis. Donc, depuis 1992, la seule chose que le peuple togolais a pu acquérir, c'est la liberté d'expression. Oui, parce que même sa constitution qu'il s'est donnée librement, c'est un sujet à polémique qui est toujours sur la table au jour d'aujourd'hui. On va en venir. Donc, comment avez-vous connu le MPL, le mouvement des peuples pour la liberté? Êtes-vous un membre fondateur ou bien vous avez adhéré à l'idéologie? Oui, le MPL, Mouvement du Peuple pour la Liberté, je suis l'un des membres fondateurs. Et à l'origine, c'était une association qui avait été créée, GTEN. Et cette association était créée par la diaspora togolaise en Europe. Et ils venaient en aide à leurs familles ici et à leurs connaissances dans leur quotidien. Et on scolarisait des enfants. On portait une main de secours aux bonnes dames dans leur quotidien, dans leurs activités génératrices de revenus. Mais nous savons tous que tout ce que nous vivons, notre quotidien, est guidé ou bien est téléguidé par la politique et les décisions politiques. Ce qui fait qu'à un moment donné, ces initiateurs de l'association GTN, avec certains amis, qui aiment le Togo, mais qui ne sont pas togolais, et d'autres qui résident sur le territoire ici, se sont dit, mais pourquoi voulons-nous aider nos familles qui sont restées au pays et nous ne voulons pas nous immiscer dans la chose politique? Nous avons aussi notre droit de nous exprimer par rapport à comment les affaires de notre cité sont gérées. C'est ce qui a amené et nos frères de la diaspora et ceux qui sont au pays comme nous à penser à mettre sur pied un mouvement. Et raison même pour laquelle le nom du parti, c'est Mouvement du Peuple pour la Liberté. L'idée au départ, c'est de créer un mouvement. Ce n'est pas de créer un parti politique, c'était plutôt de créer un mouvement. Mais la loi que dispose le Togo ne permet pas la création d'un mouvement. La loi de 1901 qui nous régit ne parle que d'associations ou de partis politiques. Donc, est-ce que nous allons encore demeurer associations et connaissant notre pays? Quand tu veux te mêler à la chose politique, d'un jour à l'autre, une voiture peut se garer devant ta porte et t'embarquer parce que tu aurais enfreint la loi. Donc le mieux, c'est d'avoir tous les papiers, c'est-à-dire faire les papiers en tant que parti politique et avoir la liberté, l'espace nécessaire pour pouvoir s'exprimer sur les choses de la cité. C'est ce qui nous a amené à créer le parti politique et à faire notre congrès le 9 février 2018, c'est-à-dire cette année, à la CNTT. Donc vous n'avez qu'un moins d'un an. Bientôt on aura un an, on n'est même pas encore un an. Donc nous avons fait les dépôts de nos dossiers au niveau du ministère de l'administration territoriale le 2 mars. Nous avons déposé nos dossiers. Donc nous sommes maintenant légalement un parti politique. Mais pourquoi vous avez gardé le mouvement? Oui. On a gardé le nom Mouvement du Peuple pour la Liberté ainsi. Donc ce n'est pas un mouvement, mais c'est un parti politique. Un parti politique. Un parti politique. Les objectifs? Oui. Avant même d'abonder dans le sens des objectifs, je dirais que nous avons gardé le sens du mouvement pour ne pas perdre de vue l'essence même de la création de ce parti politique. Parce que l'analyse qui a été faite, le constat que nous avons fait sur le terrain, c'est que nous faisons trop au Togo la politique au sens propre du terme, politique politicienne. Mais le quotidien, nous n'y mêlons pas trop. Donc, nous avons voulu embrasser les deux angles-là, le côté social et le côté politique de la chose. C'est pour cela qu'on a gardé le nom. Et qu'est-ce que nous faisons au jour d'aujourd'hui? Nous œuvrons avec les populations dans leur quotidien. Nous ne perdons pas de vue notre côté social. Depuis la création du parti, nous avons sillonné des fédérations par toutes certaines préfectures. Et nous avons recueilli beaucoup de demandes, les difficultés que rencontrent nos populations de tous les jours. Nous avons recueilli ces difficultés-là et nous avons essayé de résoudre le peu que nous pouvons par les moyens que nous avons. Comme vous pouvez le savoir, un parti politique, ce n'est pas une entreprise où il y a de l'argent quelque part à aller prendre. C'est les cotisations des militants. Ce sont les membres qui font vivre le parti. Effectivement. Donc, quand nous recevons de ces genres de demandes,
il y a une commission qui existe et qui analyse, qui budgétise cela, et nous soumettons à l'approbation du grand comité, et maintenant qui s'en charge de chercher les fonds. Les militants maintenant qui sont intéressés, qui voient le bien fondé de la demande de ces populations, interviennent par leur quête qui nous permet de satisfaire le peu que nous pouvons faire. Je voudrais mettre un peu d'emphase sur ces besoins en disant que nous ne pouvons pas et nous n'arrivons pas aussi à le faire, à satisfaire tous les besoins des populations. Parce que nous n'avons pas l'appareil de l'État, nous n'avons pas un budget de l'État, nous n'avons pas la gestion des affaires de la cité. Si nous avons 100 francs, nous ne pouvons que répondre aux besoins de 100 francs. Et c'est ce que nous faisons dans la plus belle fille du monde ne peut donner que ce qu'elle a. Exactement. Pour en venir aux objectifs. Oui. Et comme tout parti politique, c'est conquérir le pouvoir et l'exercer au bien-être de toute la population togolaise. Et inculquer à nos militants et à la société togolaise les valeurs patriotiques, l'amour de notre nation, défendre notre nation à tout prix, comme le stipule même notre hymne. Et fédérer nos énergies à telle enseigne que le bon vivre soit possible entre nous. Et bannir la xénophobie, bannir l'ethnicisme dans notre pays, à ce que nous soyons comme une famille. Nous soyons comme une famille, mais qu'on ait des pensées différentes. Ce n'est pas le parti unique. Mais pour poser cette question, qu'est-ce que le MPL a de différent par rapport aux 100 autres partis politiques? Parce qu'aujourd'hui, nous pouvons dénombrer 113 voire 114 partis politiques au Togo. Oui, au jour d'aujourd'hui, la différence qui existe entre le mouvement du peuple pour la liberté et les autres partis politiques, c'est notre côté social que nous embrassons et notre langage franc. Qu'est-ce que vous avez de par langage franc? Voilà. Et nous n'avons pas le langage de la diplomatie. Nous avons à cœur les préoccupations des citoyens. Et quand nous allons dans les débats, dans les discussions, la manière dont la chose se présente, nous le disons telle qu'elle est. Et dans nos capacités, pas si je prends le côté social, dans nos capacités à l'égard des besoins des populations, nous leur disons réellement ce que nous pouvons faire et ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne faisons pas de la démagogie auprès des populations. Comme ces derniers temps, je ne vous l'apprends pas, beaucoup de partis politiques sont en pré-campagne sur le terrain et qui font des promesses fallacieuses. Nous n'en faisons pas. Nous n'en faisons pas. Donc c'est à l'œuvre qu'on reconnaît la saison. Exactement. Des perspectives. Les perspectives, c'est de nous donner plus... D'abord, s'il faudrait faire un petit bilan des moins de 1 an que le MPL a vécu, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, le grand comité est même en réflexion actuellement par rapport au bilan que nous avons fait au cours de ces moins d'1 an. Mais je dirais ici sur le plateau que c'est vrai, une chose est d'être loin et d'observer les autres faire et de dire, faire des analyses, tirer des conclusions. Mais une autre chose est également dans l'arène. Et nous avons fait un peu l'expérience du terrain, nous avons vu de quoi il s'agit réellement. C'est vrai, nous avons des choses à corriger, mais nous sommes encore renforcés sur certaines de nos opinions. Quelle est cette opinion? Celle de ne pas simplement faire la politique politicienne, mais de secourir les populations avec le peu de moyens qu'on a. Peu importe ce qu'on a, on peut quand même aller au secours de cette population-là, avant même de briguer la magistrature suprême. Nous n'attendons pas un jour que MPL vienne au pouvoir avant de vouloir changer quoi que ce soit dans le pays, mais avec le minimum de moyens que nous avons, nous pouvons changer quelque chose. Et nous avons commencé déjà par faire des petits pas. Et nous pensons que nous sommes sur la bonne voie. Même si ce n'est pas encore perspective par toute la population togolaise, peu à peu, nous avançons, mais avec des pas de certitude. Quelques perspectives, on le vu. Nous voulons encore plus, avoir plus de moyens et venir encore plus et satisfaire encore plus les doléances de nos populations, d'une part, et d'autre part, apporter notre pierre pour que ce pays réellement soit un pays démocratique.
dans laquelle l'alternance est possible et qu'un bébé aussi peut rêver président et que ce rêver président ne soit pas un tabou et que le rêve soit possible sur notre territoire et qu'on encourage plus le travail que surtout en des périodes des périodes de campagne, qu'on encourage la médiocrité en donnant de l'argent aux gens pour qu'ils aillent voter et puis c'est encore parti pour 4 ans, 5 ans. Changer plus la mentalité que nous avons. Et ce qui est plus important pour nous, c'est de réveiller la conscience de notre peuple. Réveiller la conscience de notre peuple. Oui. Et je dirais que vous n'êtes pas sans savoir que depuis un certain temps, notre pays traverse une crise socio-politique, d'où l'implication de la communauté internationale pour une sortie de crise pacifique. Une feuille de route a été imposée aux acteurs de la crise. Alors, que pensez-vous de cette feuille de route? Avant la sortie de la feuille de route, le soir du 31 juillet 2018, MPL a envoyé 2 correspondances à la commission de la CEDEAO, c'est-à-dire la représentation ici au Togo. Nous avons envoyé des correspondances pour donner notre point de vue. Et la feuille de route qui a été sortie au soir du 31 juillet, nous l'avons carrément condamnée. Pourquoi? Et oui, c'était une feuille de route dangereuse pour notre pays. Et pourtant, les acteurs étaient bien honorés de l'appliquer. Mais c'est vraiment dommage pour ceux qui ont donné des notes qui étaient très contents de cette feuille de route. Et les faits aujourd'hui nous prouvent que nous avions raison de condamner cette feuille de route. Et nous étions les tout premiers. Nous avons fait un mémorandum que nous avons remis également à la CEDEAO le 6 août. Après la sortie de la feuille de route, le 6 août, on a sorti un mémorandum pour condamner cette feuille de route. Parce que nous avons trouvé cette feuille de route, d'abord, complaisante, et 2, dangereuse, et 3, c'est un boulevard qui était laissé à ce pouvoir. Parce qu'il n'y a aucune mesure contraignante dans cette feuille de route. Et les preuves sont là au jour d'aujourd'hui. Le pouvoir est libre, il fait ce qu'il veut avec cette feuille de route. S'il y avait une mesure contraignante, le pouvoir n'allait pas faire comme il veut. Et cette feuille de route-là, qu'on s'évertue au jour d'aujourd'hui à mettre en application, qui est la source de toutes les discordes au jour d'aujourd'hui, la feuille de route n'a pas parlé que d'élection du 20 décembre. La feuille de route a également parlé de la libération des détenus politiques. Les réformes institutionnelles et constitutionnelles, le vote de la diaspora. J'en viens. Et quand non, en fait, il n'y a pas le vote de c'était les recommandations, il n'y a pas le vote de la diaspora. Quand on prend par exemple les détenus que nous considérons plutôt comme des otages politiques de ce régime, la feuille de route devait d'abord donner une date butoir à ce que les détenus soient libérés. Mais on a laissé le champ libre à ce pouvoir de libérer quand il veut. C'est pour cela qu'il libère. On ne pouvait pas imposer au gouvernement togolais de libérer les prisonniers. Donc on les a sollicités à précipiter les processus pour leur libération. Mais on a quand même imposé une date. Même si on dit que ce n'est pas du fétichisme, c'est devenu du fétichisme pour le pouvoir en place. Mais comment on peut donner une date et ne pas pouvoir, une date pour les élections législatives et ne pas pouvoir donner une date pour la libération des otages politiques? Des efforts ont été faits, on a libéré quelques détenus. Non, ça c'est de la mauvaise foi de la part de ce gouvernement. Parce que même au niveau de la CEDEAO, nous l'avons critiqué. Et nous avons, comme je l'ai dit, nous avons été les tout premiers à avoir critiqué la CEDEAO dans... Pour revenir un peu en arrière, quel était le contenu de votre mémorandum que vous avez déposé au niveau de la CEDEAO? Oui, c'est ce que je suis en train d'expliquer. Nous avons demandé à ce que la CEDEAO revienne sur cette feuille de route. D'abord, nous avons demandé, au lieu de permettre à ce gouvernement encore de continuer jusqu'en 2020, nous avons demandé qu'il y ait un gouvernement de transition. Qu'il y ait un gouvernement de transition pour pouvoir apaiser les tensions et faire les réformes. Cela a été proposé par Dima Oré depuis fort longtemps, mais c'est lettre morte. Oui. Et nous aussi, nous l'avions encore réitéré dans notre mémorandum. Et non seulement ça, nous avons demandé également qu'on fixe les dates pour la libération des otages politiques. Ce qui n'a pas été fait. Et nous avons également rappelé dans ce mémorandum que les raisons pour lesquelles les Togolais sont sortis dans les rues le 19 août, ce n'était pas pour les législatives. Parce que si j'ai bonne mémoire, il restait encore 1 an pour nos parlementaires. Et s'il restait encore 1 an pour les parlementaires, alors que le peuple togolais était dans les rues, est-ce que le peuple togolais réclamait les législatives? Non. Le peuple ne réclamait pas les législatives. Mais le peuple voulait les réformes constitutionnelles, institutionnelles et
les réformes sur le plan électoral. Mais ce qui n'a pas été fait. Mais on nous pousse à vite à aller aux élections, comme si les élections étaient le problème. Mais c'est pour éviter le vide constitutionnel. Non. Il n'y avait pas encore le vide constitutionnel même en ce moment. Au moment où les Togolais étaient dans les rues, il n'y avait pas de vide constitutionnel. Et il y a également la jurisprudence. Ce n'était pas la première fois où la mandature de nos députés tirait à sa fin et qu'on devait encore prolonger. D'ailleurs même, c'est ce qui a été fait. Mais rien ne nous oblige au jour d'aujourd'hui à ne pas même prolonger encore plus loin. Mais à prendre le temps nécessaire de faire les réformes en bonne et due forme. Finir une fois pour de bon avec ces histoires de réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Rien ne nous oblige. Mais si aujourd'hui on ne fait pas les élections et qu'on fait les réformes en bonne et due forme, est-ce que le Togo serait retiré du Conseil des Nations? Je ne saurais le dire. Est-ce que nous ne serons plus un État indépendant? Non, ça n'a aucun incident sur nous. Tant que c'est une entente entre les acteurs politiques, ça peut passer. Maintenant, cette obstination à vouloir aller aux élections à tout prix et que la CEDEAO aussi a cautionné, c'est ce que nous, on n'arrive pas à digérer au MPL. Est-ce que la CEDEAO cautionne? Oui. Parce que bien avant que la feuille de route ne sorte, il y avait eu la date d'élection qui était fixée sur le 18 novembre. Non, d'abord c'était en juillet. Non, et le comité de suivi était passé, on avait également fixé une date pour les élections législatives. Et on nous avait dit que bon, c'était assis à titre indicatif. Et c'est maintenant la CEDEAO qui est maintenant venue appuyer sur le 20 décembre. Oui, c'était d'abord en novembre, avant que la CEDEAO ne... Nous, on a compris que c'était en fait pour préparer les cœurs à aller au 20 décembre. Mais ce n'était pas ça l'important pour le peuple togolais. Ce n'était pas ça l'important. Donc, tout au long de l'exécution de cette feuille de route, le gouvernement, le régime RPT uni n'a fait que piétiner sur la feuille de route qu'elle-même a applaudi. Et la CEDEAO a fait quoi? La CEDEAO s'est longtemps tue. Elle s'est longtemps tue. Maintenant que nous sommes pressés par le temps, il ne reste que banalement un mois. Aujourd'hui, ça fait moins d'un mois qu'il nous reste. Il restait banalement un mois et quelques. C'est en ce moment-là que la CEDEAO s'est réveillée pour dire bon, faisons ci, faisons ci. D'accord. Dans les recommandations, la feuille de route propose des réformes institutionnelles et constitutionnelles, que ces réformes soient faites avant quelque élection que possible. Mais force est de constater que les vieux démons ont refait surface au Parlement. L'opposition réclame l'intégralité du texte proposé par l'expert de la CEDEAO, alors que le pouvoir veut soutenir son projet de loi. Non, vous avez dit que l'opposition fait quoi? Réclame le texte, l'intégralité du texte fait par l'expert de la CEDEAO. Bon, je dirais qu'il va falloir qu'on soit conséquent envers nous-mêmes. C'est le régime en place qui est parti solliciter la facilitation de la CEDEAO. Si le régime en place pouvait faire les réformes à elle seule, parce qu'on a longtemps attendu que ce régime-là prenne l'initiative, mais elle ne l'a pas fait. Elle a fait tout récemment, le régime l'a fait tout récemment en proposant un projet de loi qui a été boycotté la dernière fois par l'opposition. Oui, pas boycotté. On a fait des amendements que le régime n'a pas voulu introduire. C'est tout. Mais le régime ne peut pas envoyer un document et que noir sur blanc, on valide. Au Parlement, ce n'est pas des bénis oui. Il va falloir qu'on discute de ça. Mais si les gens ont fait des amendements, il va falloir tenir compte de ces amendements. Ça, c'est d'un. Maintenant, depuis que la facilitation a pris place, je pense que le gouvernement seul ne peut plus prendre d'initiative pour vouloir aller aux réformes. Mais le gouvernement dit qu'il suit la feuille de route. Oui, c'est la feuille de route qui a également parlé de l'expert. C'est la feuille de route qui a parlé de l'expert. Bien sûr. Et le gouvernement sait bien qu'il y a un expert qui travaille sur les réformes. Et c'est les conclusions qu'il n'avait pas encore eues. Mais qu'est-ce qu'il écoutait d'attendre que l'expert finisse et rende le rapport? Peut-être qu'on devait aller vite pour aller aux élections là-bas. Voilà. C'est pour ça que je dis on a la phobie des élections, ce qui ne devrait pas être le cas.
Les réformes, c'est ce que réclame le peuple. Ce n'est pas les élections. Maintenant, on presse comme si on ne doit pas rater les élections du 20 décembre. Mais on peut tout bâcler sur la route. Mais Non. si on fait les élections du 20 décembre, ça nous permettrait de mettre en place une nouvelle législature et qui va essayer de voir à son niveau comment Les faire Togolais réforme. s'en foutent des députés à l'Assemblée nationale. Je suis vraiment désolé. Pourquoi? Ils s'en foutent. Qui que ce soit qui ira à l'Assemblée nationale ne va pas résoudre au jour d'aujourd'hui la crise togolaise. La crise a ses racines dans les réformes. Mais c'est Alors, l'Assemblée qui a défait ou bien qui a sauté le verrou de la limitation de mandat en 2002. oui, c'est l'Assemblée monocolore là qui l'avait fait. Maintenant, qu'est-ce qui nous avait amené à cela? Il va falloir qu'on rectifie maintenant le tir, qu'on ne fasse pas encore la même chose. À l'allure où vont les choses au jour d'aujourd'hui, je dirais que l'Assemblée que nous aurons, si on s'entête à aller aux élections du 20 décembre, serait encore plus monocolore que ce qu'on avait eu. Ça, c'est le régime en place uni au jour d'aujourd'hui qui va à ces élections avec ses béquilles. Et de la façon où les deux protagonistes n'arrivent pas, ou bien même à l'Assemblée n'arrivent pas à proposer un texte, pourquoi ne pas faire revenir la C92? Parce qu'on dit chez nous, quand tu ne sais pas là où tu vas, il faut savoir là où tu as quitté. C'est ce que le peuple lui a réclamé, le retour originel de la Constitution de 92. Mais maintenant, nos grands juristes et certains esprits plus avisés que le peuple disent que la Constitution de 92 ne peut plus revenir. Maintenant, il va falloir qu'on fasse des réformes. Bon, le peuple, lui, il veut une chose, c'est le retour originel de la Constitution de 92. Maintenant, si on ne veut pas lui donner cela et qu'on veut lui donner autre chose, mais il va falloir qu'on s'y attelle, que ce soit du bon. Et je disais qu'au jour d'aujourd'hui, le seul rapport ou bien le seul document au jour d'aujourd'hui qui a lieu qu'on puisse sonder et donner un aval, c'est celui de l'expert qui a été commis par la CEDEAO. Parce que c'est également la même feuille de route qui en a parlé et le régime était d'accord. Maintenant, si c'est le contenu qui pose problème, pourquoi ne pas ramener celui de l'expert et amender alors? Parce que je ne pense pas que ce que l'expert a fait nous sera aussi une imposition. Ça passera également par l'Assemblée. Donc, posons le débat là. Et ce qui les dérange, qui pose le débat au niveau de l'Assemblée. Ah, mais peut-être que leur projet de loi était sur la table des députés avant que l'expert ne dépose pour lui. Donc, il Non, faudrait ça c'est de la étudier mauvaise foi. Et moi je dis également que c'est du gaspillage. Pourquoi? La carburation qui a été utilisée le jour-là par les députés, c'est le pauvre contribuable qui a payé ça. L'électricité qu'ils ont consommée le jour-là pour faire cette pagaille-là à l'Assemblée, c'est le pauvre contribuable également qui a payé ça. Mais ils savaient pertinemment, le régime en place savait pertinemment que ça ne pouvait pas passer. Mais pourquoi alors le faire? Peut-être que les amis du camp opposé peuvent obtempérer et ça peut passer. Mais si ça devait être le cas, ils devaient d'abord faire les coulisses et s'entendre. Mais tant que les coulisses n'ont pas été faites, et ils savent pertinemment que le camp d'en face ne peut pas laisser passer. Maintenant, ils le font sciemment. Pour faire quoi? Pour prouver encore leur mauvaise gestion de ce pays. Du gaspillage. C'est ce qu'ils font. L'opposition incarnée par la C14 est dans la logique sans réforme, pas d'élection, raison pour laquelle elle boycotte le processus électoral en cours. Est-ce qu'on ne risque pas de revenir en 2002? Non. Si on doit revenir en 2002, je dirais que ça dépendra de la réponse du peuple par rapport aux politiques. Moi, je pense que le peuple ne doit plus tolérer qu'il y ait des élections sans les réformes dans ce pays. Le 20 décembre, c'est ce que les politiques, eux, ils veulent faire passer, surtout le régime RPT uni veut faire passer. Mais est-ce que le peuple est d'accord? Si le peuple est d'accord... Quel peuple? Uni vous dira que le peuple, il est multiple. Je suis d'accord, mais le peuple dans sa majorité veut les réformes. Même à Uni, on veut les réformes. Je défie quiconque me dirait le contraire. S'ils ne veulent pas les réformes, ils n'allaient pas vouloir maintenant introduire une loi. C'est parce qu'eux aussi veulent les réformes. Donc, le peuple dans sa majorité veut les réformes. Mais maintenant, si les réformes ne sont pas faites, ou bien les réformes sont bâclées, et pour nous amener forcément à une quelconque élection, ça c'est un hold-up électoral. Et notre constitution dans son article 150 demande aux populations d'aller à l'encontre de cela. C'est pour cela que je dis, le peuple togolais ne doit plus tolérer cela.
Mais cette semaine, le ministre Yak Damhana dit qu'il va s'opposer aux élections. Les trouverait en route. Oui, mais le ministre, lui, il est dans sa fonction. Il est dans un gouvernement, il ne peut pas aller, il ne peut pas dire le contraire de ce que veut son gouvernement. Il est dans sa logique et c'est normal. Mais il devait également savoir qu'il travaille également pour une nation et non pour une minorité. Il travaille pour une nation. Et je me demande si le sang des Togolais se verse à chaque fois que les Togolais veulent réclamer plus d'espace de liberté, est-ce qu'il est content? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il est content de cette situation. Et s'il n'est pas content de cette situation, je pense que lui aussi peut aider ce peuple à obtenir ce qu'il veut. C'est ce qu'il fait. Non. En instaurant la paix. Non. Ça, c'est une provocation à l'égard du peuple. Pourquoi? Mais, qui que tu sois dans une république, et si tu décides d'aller à l'encontre du peuple, mais tu es un dictateur. Il ne pense pas aller à l'encontre du peuple, il fait son travail. Mais si on donne une feuille de route, et ceux même qui ont donné la feuille de route disent que cette date-là, ce n'est pas du fétichisme. Ce n'est pas une date qui nous oblige forcément, nous ne sommes pas forcément obligés à faire les élections. Un communiqué de ces mêmes personnes valorise et disent que cette date est bel et bien maintenue. Est-ce que les chefs d'État de la CEDEAO, ils ne font pas d'élections chez eux? Bien sûr. Est-ce que c'est de la même manière qu'ils le font chez eux? Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Et de l'autre côté, le peuple togolais est souverain. Ça, ne perdons pas de vue cet aspect-là. Le peuple togolais est souverain. Même si c'est le groupe des 5 qui vient imposer quoi que ce soit, mais qui ne va pas dans l'aspiration du peuple, le peuple est en droit de dire non. Et personne ne peut s'opposer à cela. La preuve, au Burkina, la communauté internationale était pour ce que Blaise voulait faire. Mais le peuple a dit non. Et au jour d'aujourd'hui, est-ce que la communauté internationale a quitté le Burkina? Non. Mais ils appellent au jour d'aujourd'hui le Burkina un peuple vaillant. Un peuple vaillant, pourquoi? Parce qu'il a l'audace, le culot d'aller à l'encontre de leur propre décision. Donc le peuple togolais n'est pas bête. Le gouvernement est à pied d'œuvre pour respecter la date du 20 décembre et en Conseil des ministres cette semaine, la subvention accordée aux partis politiques candidats aux élections a été adoptée comme décret. Elle est fixée à 200 millions de nos francs, un moyen pour attirer de potentiels candidats. Pensez-vous? Oui, malheureusement, oui. La question se posait, est-ce que ça se faisait de par le passé? Non. Mais est-ce que il avait commencé en 2015, les élections étaient ça, c'était les subventionnées. C'était les présidentielles. Les législatives n'avaient jamais été subventionnées. Mais on ne va pas demeurer dans le statu quo, il faut avancer peut-être. Oui, c'est là où j'en viens. Innover. Peut-être que c'est du nouveau. Et si c'est du nouveau, on ne peut que l'acclamer et encourager cela. Maintenant, si c'est fait à des fins calculs politiciennes, c'est là où je dis c'est du gaspillage. Parce que si on partage ce montant-là au jour d'aujourd'hui, à ceux qui ont postulé pour briguer, pour participer à ces élections-là, mais nous avons plus de besoins que cela. On nous dit de ne pas reprendre les élections, le recensement parce qu'on a dépensé trop de fonds là-bas. Maintenant, on va encore gaspiller cet argent-là. Est-ce du gaspillage? C'est pour remettre le Togo dans de bonnes voies. Parce qu'aujourd'hui, pour faire les élections, on a besoin des moyens. Pour le gouvernement, il faut coûte que coûte. Non, moi je dis clairement au fait, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé d'adversaire crédible. Il n'y a pas d'adversaire crédible dans ceux qui ont déposé leur candidature. Pourquoi vous dites ça? Mais il va falloir venir parce que la CENI, en conférence de presse hier, a dénombré au moins 856 candidats provenant de 12 partis politiques et 18 candidats indépendants. Il va falloir attirer des gens à s'intéresser à ces élections-là. C'est pour cela qu'ils ont sorti ce montant-là. Mais est-ce qu'ils avaient besoin même de communiquer de la manière dont ils le font au jour d'aujourd'hui autour de ce montant-là? On comprend, nous tous, nous comprenons. C'est un langage. Et quitte à celui qui ne veut pas le comprendre de dire qu'il ne comprend pas. Nous savons tous que c'est un appât. Est-ce qu'on va demeurer dans ce qui se fait dans l'ancien temps? Il faut évoluer. Donc il faut toujours innover. Moi, je faut pas évoluer négativement. Vous pensez qu'ils évoluent négativement? Ils évoluent négativement. Il ne faut pas évoluer négativement. Par rapport à cette subvention, certaines langues sont allées jusqu'à dire que ce sont des moyens pour disloquer la C14. Vous partagez le même avis? Parce que déjà, au lendemain, nous voyons le MCD qui affiche son désaccord avec la coalition. Bon, moi je ne voudrais pas mêler
ces financements-là avec l'hégémonité de la C14 parce que je ne pense pas qu'ils sont réunis pour partager un butin. Et ce n'est pas à cause de l'argent qu'ils sont réunis et l'argent va encore les séparer. C'est des idéaux qui les ont réunis. Bon, peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, MCD ne se voit plus dans les mêmes idéaux. Et il a pris sa position. Je pense qu'il saura mieux lui-même expliquer clairement ce pourquoi il a quitté cette coalition. Mais vu le processus électoral, est-ce qu'on peut encore repenser à un retour? Oui, et si réellement on veut résoudre la crise, c'est la seule alternative. Venir en arrière, oui. Par rapport à tout ce qui a été fait, le recensement, on est en train de purger les fichiers électoraux, on a déjà les candidats. Oui, on a tendance à le faire ainsi, c'est-à-dire faire avancer dans la négativité et dire aux gens, bon, on a trop dépensé, on a trop avancé pour encore reculer, donc vous êtes obligé de prendre le train en route, et le même discours. C'est ce qu'ils ont voulu faire. Mais l'essentiel au jour d'aujourd'hui, c'est de résoudre la crise. Ce n'est pas d'accompagner le régime dans ce qu'il fait. Mais le régime pense aussi à sa manière de pouvoir mettre fin à cette crise. Mais le régime sait, il sait. Il joue sa partition. Ils ont une conscience, il sait. Le régime sait que ce n'est pas de cette manière qu'il va résoudre la crise. Mais ça arrange ses calculs, c'est tout. Ça arrange ses calculs, c'est tout. Par rapport à la sortie de la CENI, le vendredi dernier, il a dit qu'il y a 3 millions de Togolais se sont fait enrôler à travers les 2 recensements. Tant bien, bon, le recensement, la première phase, la deuxième, et puis la phase de prorogation. Donc, est-ce qu'on peut dire que le mot d'ordre de boycott a été respecté s'il y a au moins 3 millions sur les 7 millions qui se sont fait recenser? Mot d'ordre de boycott, bon, moi je ne voudrais même pas abonder la question sur cet angle. Moi je me dirais, est-ce que ce corps électoral dont on parle là, est-ce qu'elle est au jour d'aujourd'hui fiable? C'est la question qu'on doit se poser. Les experts sont en train de travailler là-dessus. Et ils ont donné une conclusion? Pas pour le moment. Voilà. S'ils tardent à se prononcer, mais que la CENI est pressée de se prononcer là-dessus, c'est qu'il y a un problème. Normalement, si c'est fiable, c'est les experts qui devaient se prononcer. Et une grande personnalité de notre pays, à qui je salue de passage, M. Sahata à Javon, m'a confirmé qu'il faut au moins 6 mois pour réellement rendre fiable ce fichier. Mais en l'espace de la dernière fois où on a encore repris pour 3 jours, je ne pense pas que ça fait encore une semaine déjà. Non. Et maintenant, qu'est-ce qui prouve que ce fichier est fiable? Quelque chose qui doit être fait au minimum sur 6 mois, en l'espace de quelques jours, on dit que ce fichier-là est fiable. Non. Que présagent les jours à venir si on sait que la C14 compte organiser 4 jours de manifestations très incessamment? Bon, c'est à la CEDEAO, qui est la facilitation au jour d'aujourd'hui de cette crise, de prendre la mesure de la chose et de finalement taper sur la table et de faire régner l'ordre. Parce que c'est sa feuille de route. Le minimum au moins qu'ils ont écrit, mais qu'ils se donnent les moyens à ce que les 2 protagonistes puissent respecter cette feuille de route. Et la feuille de route a parlé de consensus du début jusqu'à la fin de ces élections. Mais il n'y a aucun consensus qui se dégage. C'est le pouvoir en place qui prend ces décisions et il fonce et il demande à ce qu'on le rejoigne. Et ce n'est pas le cas de ce qui s'y figure dans la feuille de route. Donc je pense que ces manifestations interpellent plus la CEDEAO. Est-ce que la rue est la solution aujourd'hui? Est-ce que la rue, c'est forcément la solution, va passer par la rue? C'est la seule arme qu'ils disposent. Au jour d'aujourd'hui, quand on s'oppose à ce gouvernement, eux, ils ont quelle arme? Ils matent. C'est l'arme qu'eux aussi ils disposent. Maintenant, le peuple a quelle arme? Ou bien l'opposition a quelle arme? C'est de sortir dans les rues, faire des mouvements pacifiques. Et au-delà de ça, c'est l'insurrection qui s'ensuit. Et au niveau du MPL, quel moyen ou bien comment comptez-vous, si vous est permis de faire lever votre voix pour trouver une solution à la crise, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ou bien qu'est-ce que vous pouvez proposer? Nous avons appelé aux dernières marches de la C14 parce que l'attitude de la C14 vis-à-vis du dernier communiqué
issu du sommet, du dernier rencontre qu'ils ont eu avec les facilitations, ou bien une partie de la facilitation en Guinée, et l'attitude de la C14 nous a plu. Et c'est ce que nous on réclamait depuis. Que la C14 ne se laisse pas berner comme si elle est devenue un béni-oui pour toutes les décisions. Et au jour d'aujourd'hui, nous au MPL, nous ne sommes pas dans la dynamique de marcher d'un point de départ à un point d'arrivée, avec des itinéraires. Et nous concevons très mal que notre pays va mal et que les citoyens sont sortis pour réclamer plus de liberté et qu'on nous dise mes amis, vous quittez un point A et vous arrivez au point B. Et le soir, le ministre de la Sécurité vient et dit vous avez été un enfant de cœur, vous avez fait de bonnes choses, vous n'avez pas saccagé, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas débordé, vous avez été un bon enfant. Est-ce que chez vous, vous préconisez qu'on fasse tête au gouvernement, à l'État? Nous devons sortir, mais sans itinéraire. De manière pacifique. Mais sans itinéraire. Mais il faudrait que les forces de l'ordre encadrent la marche. Même en Europe, en Occident, ça se fait. Justement, cette semaine, si vous avez suivi l'actualité en France, Gilets jaunes. Ils n'ont pas suivi le mot d'ordre du ministère. Et je ne pense pas qu'on les a gazés. Je ne pense pas. Ils n'ont pas été molestés. Mais il y a eu des dégâts. Si vous ne voulez pas qu'il y ait des dérives, alors c'est simple de résoudre la crise. Allons-y aux réformes. Faisons les vraies réformes et non un semblant de réforme et non l'ombre des réformes. Faisons les vraies réformes avant de penser à aller aux élections. La solution est au bout de nos nez. Mais nous voulons à tout prix nous entêter à mettre le peuple dos au mur. Le peuple togolais est un peuple très pacifique. C'est un peuple vaillant, mais très pacifique. Mais ne l'obligeons pas à aller au-delà de son pacifisme. En un mot, MPL n'a pas de candidat aux prochaines élections législatives pour le moment. Nous avons des candidats, mais nous n'avons pas besoin de positionner des candidats pour une élection frauduleuse, une élection pour accompagner le régime à établir ce qu'il veut faire. Non, nous ne pouvons pas accompagner cela. Ça, c'est un hold-up électoral. Et nous n'allons pas participer à ça. Monsieur Yigbe, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci de l'avoir honoré de votre présence. C'est moi qui vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Vous pouvez resuivre cette émission via le réseau social YouTube à compter du mardi prochain. Donc, quant à moi, je vous dis merci et à la semaine prochaine. Au revoir.